universelle. Alors, nous sommes le mardi 2 août 2022. Je continue ma lecture et mes digressions à partir de ce livre de Jean Chaline, Histoire des grandes questions existentielles, mythologiques, religion, science. Voilà. Donc, c'est en lien avec, avec mon site, donc mécaniqueuniverselle.net, qui essaie de démontrer à la face du monde que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, que c'est notre chemin intuitif que nous construisons cette perfection sans nous en rendre compte depuis que nous sommes descendus de l'arbre. Alors voilà, que ce soit l'arbre de la connaissance dans le paradis originel ou que ce soit d'un arbre ordinaire africain, et que en tant que primates naturels nous avons commencé à nous redresser, etc., à nous multiplier, à nous diversifier, à devenir des petits groupes humains, à constituer à partir d'une identité, d'une première unité, peut-être voilà, un premier groupe, premier groupe initial. Nous nous sommes multipliés, nous nous sommes repoussés, dispersés, nous avons évolué sur cette terre jusqu'à conquérir l'ensemble nous acclimater, disons, sur l'ensemble de cette planète. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour ça, des milliers d'années. Et depuis quelque temps, nous sommes repartis dans un chemin inverse de réunification. Pas inverse en réalité, parce que nous sommes partis des primates naturels, nous étions des primates naturels qui nous vivions dans l'immédiat, dans l'état d'immédiat, voilà, on était comme nos cousins singes vivent, c'est-à-dire dans l'immédiat, ils n'anticipent pas de façon accélérée comme nous le faisons, ou de façon aussi intense que nous le faisons. Et donc ils sont dans un état d'immédiat. Nous avons perdu cet immédiat, nous nous sommes répandus, nous revenons vers une sorte d'unité pour retrouver l'immédiat, pour retrouver un immédiat, mais débarrassé des pulsions qui empêchent nos cousins singes, les autres singes, d'atteindre un état d'extase parfait, on va dire, voilà. Parce qu'ils ont il y a de l'agressivité, il y a toutes ces pulsions qui sont là, qui empêchent nos cousins singes, même s'ils vivent dans une sorte d'immédiat, ce n'est pas un immédiat spirituel, on va dire. On pourrait dire pur, le terme pur, il est difficile à employer, voilà, mais au niveau spirituel, je me comprends, entre guillemets. Donc, dans cet immédiat, et en fait c'est un retour vers l'immédiat, mais complètement débarrassé de la pulsion de thésaurisation, d'agressivité, de domination, pulsion sexuelle, etc. Toutes ces pulsions avec lesquelles nous construisons l'humanité, qui sont notre moteur, on n'a pas à les dégrader, elles existent, elles font partie du moteur de la construction humaine. Simplement,
si nous atteignons la perfection, l'état ultime de perfection de l'humanité, dans cet état-là, c'est, selon moi, un état d'immédiat, mais absolument spirituel, comme on le retrouve dans l'hindouisme, dans voilà, cet état d'éveil, cet état on le retrouve dans toutes les grandes religions. Dans le judaïsme, c'est l'acte de Vekout, dans l'islam, c'est à travers le soufisme, c'est, je ne me souviens plus le terme, mais bon, voilà. Dans le christianisme également, voilà, on le retrouve dans tout le spectre spirituel, cet état-là. Et voilà, donc c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, sur mon site. Et en fait, il y a une partie qui est, disons, liée au spirituel, c'est je découvre cette évolution intuitive, je la mets à jour, et il y a une partie un peu politique de mon travail qui voudrait dire, et je ne sais pas si c'est pas un tort justement, parce qu'on ne peut pas accélérer l'évolution de l'humanité, mais qui, devant les désastres de l'évolution inconsciente, qui utilise justement toutes ces pulsions, domination, thésaurisation des privilèges, égoïsme, racisme, etc. Voilà, les antagonismes avec les autres cultures, entre communautés, etc. Toutes ces pulsions, j'aimerais qu'on puisse les dépasser. Et pour les dépasser, selon moi, il faut que l'humanité prenne conscience de son sens, de sa finalité. Le jour où elle prendra conscience de sa finalité, elle comprendra l'absurdité d'évoluer par la violence, par toutes ces pulsions. Elle choisira plutôt la symbiose, la fraternité, l'entraide, etc. Le fait de ne pas perdre d'énergie, de travailler tous ensemble à l'échelle de la planète, voilà, que tous les chercheurs ont. Ça commence à se faire. Et malheureusement, j'ai un peu cette tendance à vouloir accélérer le processus, parce que comme tout être humain, j'aimerais le voir de mon vivant, malheureusement, c'est cette chose-là. Et je pense que tous les philosophes qui ont travaillé dans la téléologie, dans une réflexion de la finalité de l'humanité, Hegel, etc., voilà, tout un tas de philosophes, étaient pressés de voir ça. C'est le problème du philosophe. Alors que l'humanité, elle ne peut pas aller plus vite que son cerveau se décompresse de sa primatitude. Il faut du temps pour décompresser la primatitude de l'homme. Voilà. Alors peut-être qu'on trouvera d'autres moyens d'accélérer cette décompression. Mais bon, voilà. Alors je continue ma lecture de ce livre fort intéressant. Et donc c'est sur l'homme réparé, l'homme augmenté, le post-humanisme, la singularité technologique, l'homo 2.0, on l'a vu dans les 2 dernières vidéos. Et là, j'entame Homo 2.0 versus Homo sapiens. C'est le dernier sous-chapitre de ce chapitre. Et ensuite, je voudrais attaquer Dieu, la grande inconnue, le cantique des cantiques. Voilà, le chapitre 9. Ils sont de plus en plus nombreux à être farouchement opposés au trans et au post-humanisme. Ainsi, Stephen Hawking, dans un entretien avec la BBC en 2014, déclarait redouter la fin de l'humanité, la fin de l'Homo sapiens. Voilà, alors, bien sûr, et ces peurs qu'engendrent les nouvelles découvertes, l'accélération de ces découvertes, le fait que d'autres personnes, d'avoir le sentiment que des personnes mal intentionnées peuvent
utiliser ses découvertes à des fins malveillantes pour voilà, faire une sorte de Big Brothers, comme certains l'ont imaginé. Ces peurs sont très importantes pour freiner et pour mettre de l'éthique dans cette évolution, pour obliger l'humanité à mettre de l'éthique. Voilà, c'est très important qu'il y ait ces peurs. Mais elles sont pas... Elles éclairent pas, à mon sens, une possibilité. La possibilité de la fin de l'humanité, je n'y crois pas. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucune raison. Mais il faut regarder les vidéos précédentes où je parle de ça. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité, dit Stephen Hawking. Il a ajouté, une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Mais voilà, l'humanité trouvera la parade à ça. Évidemment qu'elle ne se laissera pas déborder par la machine. Il est très possible que ces peurs, la peur des hommes devant la première voiture devait être à peu près similaire. Mais cette voiture, elle va partir toute seule. Si tu appuies, que ça reste coincé, elle va rouler toute seule, ça va faire des dégâts, etc. On n'arrivera pas à maîtriser cette... Voilà, il y a toujours ce côté-là. Il est nécessaire pour freiner les dérives de l'évolution. Il a par ailleurs déclaré que les humains limités par une lente évolution biologique ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. On peut même ajouter transformer en esclaves des robots ou éliminer. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, de PayPal et directeur de Tesla, le constructeur de voitures électriques, considère qu'avec l'intelligence artificielle plus dangereuse que la bombe atomique, on ferait entrer le diable dans la maison. Et c'est pourquoi il a investi 10 millions de dollars dans l'association OpenAI pour nous protéger d'une telle éventualité. Voilà, ça engendre ce type de résistance qui est tout à fait importante. Mais il faut qu'il y ait la recherche, l'évolution et la moralisation de l'évolution, l'étiquetage de l'évolution. Marc Roux envisage un transhumanisme social et égalitaire, ce qui paraît d'emblée difficile et même incompatible avec les mentalités de la société néolibérale. Mais voilà, la société néolibérale a sa fin et on va sortir par force. Ses propres excès sont en train de construire la finalité du néolibéralisme. On va soit revenir à un libéralisme beaucoup plus doux, soit à un symbiotisme libéral, soit à un libéral socialisme. Je ne sais pas, quelque chose qui prendrait le meilleur du socialisme, du communisme et le meilleur du libéralisme. Mais de manière tout à fait consciente. Si l'humanité veut bien se hisser à la conscience, quand elle se hissera à la conscience, elle comprendra qu'il faut prendre le meilleur de chaque chose pour pouvoir évoluer. Voilà. Et on atteindra ce stade. Et le néolibéralisme est destiné à sa fin. Voilà. Là, on voit qu'il a épuisé ce qu'il devait faire et que maintenant, il montre que sa face négative, finalement, des choses, qui pratique exactement l'inverse. Franck Damour estime qu'il s'agit d'un faux humanisme et il souhaite que la population en prenne conscience avant qu'un cyborg ne nous la prenne à nos dépens. Même Steve Wozniak, l'informaticien
cofondateur d'Apple, est inquiet du développement de l'intelligence artificielle. Et dans une interview au Financial Review, il explique que les ordinateurs prendront le contrôle sur nous, pauvres humains. Il n'y a pas à s'interroger, ajoutant encore, si nous construisons ces appareils pour s'occuper de tout à notre place, finalement, ils vont penser plus vite que nous et ils se débarrasseront des humains trop lents pour diriger les sociétés plus efficacement. Bon, je ne crois pas qu'on puisse atteindre cette chose-là. L'homme domestiquera cette nouveauté et l'utilisera pour évoluer dans le sens qui est le sien, c'est-à-dire vers l'extase, vers le spirituel, vers la rencontre avec le divin. Voilà, c'est naturel, on maîtrisera cette technologie. Il en va de même de Bill Gates, pour qui un robot qui pense à notre place pourrait nous remplacer également dans notre travail, avec le risque que cette intelligence artificielle ne devienne plus intelligente que nous. On voit comment ces humains-là et nous élimineraient comme dans le film Terminator. Ceci nous ramène aux ouvrages de science-fiction d'Isaac Asimov. On voit à quel point même ces grandes intelligences qui ont créé voilà, Steve Wozniak, Bill Gates, etc., Elon Musk, sont limités malgré tout. Ils n'ont pas, parce que justement, ils n'ont pas la vision spirituelle de l'évolution. Ils restent sur un principe matériel, donc où il y a effectivement la peur derrière cela. Quand on inclut cette clairvoyance de la science et de la technologie, de l'évolution technologique, avec une confiance en la création, on n'a plus ce problème-là en fait. Et donc ils ont une conscience un peu limitée, mine de rien, même s'ils sont très intelligents. Ils restent sur le QI et il faut du QE, alors il y a le QI, le QE, et je dirais même, je rajouterais le QS, le coefficient spirituel. Voilà, il est important ce coefficient spirituel. Ça c'est important, tiens, voilà, je viens d'inventer ça, il faut que je le note quelque part. Bon bref, voilà. À quand un Homo 2.0 qui pourrait éliminer un Homo sapiens aux capacités intellectuelles dépassées par celle de l'intelligence artificielle robotique d'un Homo 2.1, puis par celle d'un Homo 2.10, complètement déshumanisé qui nous dicterait ce que l'on doit faire. Science-fiction ou future réalité. Le pire peut arriver. Si la population désinformée et manipulée par les médias ne réagit pas. Une telle évolution marquerait la fin définitive de l'Homo sapiens qui aurait seulement duré 300 000 ans, alors que les mammifères ont en général une vie d'environ 1 million d'années. Le développement de l'intelligence non contrôlée pourrait être une catastrophe. Homo 2.0 versus Homo sapiens. Ces réflexions nous conduisent à conserver par tous les moyens la maîtrise de notre vie et à contrôler celle des machines intelligentes. Eh bien oui, bien sûr, bien entendu qu'on y parviendra. Justement grâce à ces scientifiques qui mettent en garde, etc. Voilà, il y a ces deux versants de la recherche qui sont tous les deux extrêmement actifs. Donc on n'a pas à s'inquiéter réellement de l'évolution, à mon sens. Voilà, c'est bien, cette inquiétude, elle a du sens, elle permet, comme je l'ai dit, d'évoluer. Mais il serait bon d'ailleurs d'écrire un livre, de recueillir tout ce qui a été pensé à chaque fois de négatif, à chaque fois qu'une invention arrivait. Quand les inventions
à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, à l'époque du Moyen-Âge, etc. Chaque fois qu'une invention apparaissait sur Terre, il y a des risques de mauvaise utilisation, des risques de débordement, des risques, etc., etc. Je me souviens à un certain moment, quand ils ont travaillé, c'était les physiciens, sur l'accélérateur, un accélérateur de particules, je crois. Ils faisaient exploser des particules extrêmement fines pour pouvoir comprendre ce qu'est la matière à sa plus petite définition. Donc, ils faisaient exploser ces quarks, ces petits organes, les plus petits organes qu'on connaît actuellement. Et il y avait la peur que ça puisse avaler le monde, en fait. Qu'on puisse faire refluer tout l'univers. Voilà, en jouant avec l'antimatière, qu'on puisse faire disparaître l'univers, que ça fasse un pendant négatif qui aspirerait l'univers. L'antimatière aspirerait la matière jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Voilà. Donc, ce type chaque créativité engendre quelque chose engendre des peurs. C'est valable pour ça, c'est valable dans l'art. Voilà, quand un artiste, voilà, on voit, hein, ça a été de tout temps, à l'époque de Michel-Ange, à l'époque des artistes contemporains, quand Marcel Duchamp pose un WC, un urinoir voilà, comme œuvre d'art, il y a tout un tas de réactions qui luttent quand voilà, on voit les artistes contemporains qui sont contestés dans ce qu'ils font. Je me souviens plus comment s'appelle cet artiste qui prend un crucifix et qui le trempe dans l'urine. Voilà. Tant qu'on ne comprend pas le sens des choses et qu'on reste en surface, on est révolté par la créativité de ceux qui sont dans l'hyper-progressisme. L'artiste, hein, en fait, qui anticipe, qui a 10 ans, 20 ans d'avance sur les choses. Mais une fois qu'on a compris le sens, pourquoi l'artiste travaille sur ça, là, tout s'éclaire. Et d'ailleurs, l'art contemporain, à ce moment-là, quand on en comprend le sens, devient magnifique à voir. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Et on voit à quel point on n'est pas artiste, on peut... Voilà, les définitions genre ma fille, elle peut faire du Picasso, n'importe qui peut faire ça. Ce qui sous-tend derrière, tout le travail conceptuel qu'il y a derrière une œuvre d'art, c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Voilà. Bon, en tout cas, je suis arrivé au bout de cette vidéo. Donc, je reprendrai la suite avec ce chapitre. Alors, dans le chapitre qui vient, il y aura Dieu, la grande inconnue, le cantique des cantiques. Dieu existe-t-il? Dieu seul le sait. Ensuite, la théorie des quanta et Dieu, les échelles de l'univers et leurs lois distinctes. Je l'ai mis, la théorie des quanta, sur la mécanique universelle. De la théorie des quanta à la mécanique quantique. L'intrication quantique. Bon, ben, Dieu, il le voit uniquement sous l'aspect de la physique. Mais c'est ce que je mets sur la mécanique universelle. Je dis Dieu est dans l'atome. Voilà, Dieu est dans l'atome. Et parce qu'il est dans l'atome. Voilà, il est à un autre niveau aussi, mais il est dans l'atome, il est dans l'organe et il est dans l'être humain incarné. Mais dans sa plus petite échelle au niveau de la création, il est dans l'atome.
L'intrication quantique peut-elle intervenir à notre échelle? L'intrication quantique macroscopique démontrée. Les applications potentielles de l'intrication quantique. Le quantique des quantiques. Le quantique des quantiques. Les caractéristiques de Dieu d'après les Écritures. Dieu serait-il une gogolplex, structure quantique? Ça, c'est très intéressant. Voilà, j'ai hâte d'arriver à ça, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Les religions suggèrent-elles des phénomènes d'intrication quantique? Et si, voilà, alors, conclusion. Eh bien, nous y arriverons à la conclusion aussi. Mon cher monsieur Jean Chaline. Jean Chaline, avec qui nous avons échangé quelques mails il y a quelques années, 5-6 ans, peut-être 7 ans, je ne sais pas quand, il y a quelques années, voilà en arrière.